En manchette ce soir, les libéraux envoient du renfort à Val-d'Or. Mélanie Joly appuie la candidate Mandy Goldmasty. Là, la question, c'est pas comment on peut soutenir un parti ou un autre, c'est quel gouvernement on a besoin. Parce qu'en temps de guerre tarifaire, on a besoin d'un gouvernement fort. La modernisation du régime forestier suscite des réactions. Et le procès des anciens joueurs d'équipe Canada Junior est annulé. Justice doit être faite dans les circonstances. Bon vendredi soir et bienvenue au TVA 18h. On a eu de la visite politique en région aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, était de passage à Val-d'Or. Et Alexis, elle venait appuyer la candidate libérale dans la circonscription Mandy Goldmasty. Oui, parce qu'à 3 jours de l'élection, le vote s'apparente à être assez serré dans la circonscription ici entre les libéraux de Mandy Goldmasty et le Bloc québécois de Sylvie Birubé. Donc, c'était important pour Mélanie Joly de venir rencontrer la communauté de Val-d'Or et rappeler l'importance de cette élection, surtout avec le contexte politique que l'on connaît avec nos voisins du Sud. Elle l'a mentionné plusieurs fois cette semaine, vouloir un gouvernement qu'elle dit fort, un gouvernement majoritaire. Et elle croit sincèrement que Mandy Goldmasty a tous les éléments pour pouvoir amener la région à un meilleur niveau. On écoute là-dessus Mme Joly. Mandy Goldmasty est une femme qui a une très grande connaissance de la région, mais aussi qui est une leader naturelle et qui fait en sorte, avec son charisme, avec son intelligence, de pouvoir ramener tout le monde à la table. Et c'est exactement ce qu'on a besoin présentement, alors qu'on est dans une guerre tarifaire contre les Américains. Et Mme Goldmasty l'a mentionné cet après-midi, elle tient à être la voix du changement dans la circonscription. Oui, elle va amener une nouvelle voix au Parlement à Ottawa. Notamment, elle veut traiter des enjeux des ressources naturelles ainsi que des relations entre les différents peuples qu'elle veut amener à un autre niveau. Elle salue également la visite dans la région de notamment du député Mark Miller ainsi que celle de Mme Joly aujourd'hui. Donc, elle salue vraiment l'appui des candidats libéraux à son endroit et elle croit fermement qu'elle a toutes les ressources pour pouvoir amener la région à un autre niveau. On écoute Mme Goldmasty. Je pense que c'est le temps qu'il y a un candidat sérieux ici qui peut parler pour nous à Ottawa avec une voix claire, une voix forte. On sait ici à Abitibi, il y a plusieurs entreprises qui ont un impact mondial, des relations mondiales, ont des ventes mondiales. Puis je veux que l'Ottawa voit que cette région, c'est une région très importante. On croit en Mandy, qu'on croit en notre candidate, qu'on croit à la région et qu'on croit que enfin Val-d'Or, l'Abitibi peut être à la table de décision. Alors qu'Emilia, Mme Joly est venue rendre visite à Mme Goldmasty aujourd'hui, bien demain, ce sera au tour du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, d'être de passage ici à Val-d'Or pour venir appuyer la députée bloquiste Sylvie Birubé. On vous donnera tous les détails de sa visite lundi. Oui, c'est vraiment la dernière ligne droite là, avant les élections qui auront lieu lundi prochain, le 28 avril. Merci, Alexis. Et on reste en politique. Le candidat aux élections, Jonathan Andressen, reçoit, lui, l'appui de M. Gilbert Barrette, l'ancien député libéral d'Abitibi-Témiscamingue, entre 2003 et 2004. Ensemble, ils ont visité hier les résidents des Jardins du patrimoine de la Sarre. Et M. Andressen estime que M. Barrette connaît bien les réalités de la région et qu'il a vu combien l'absence d'un député libéral a limité les occasions de développement, mais aussi les présences à la table de discussion. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Est-ce que votre choix peut toujours changer pour les élections fédérales? » Vous avez répondu non à 91 %. On va maintenant reparler du projet de loi qui vise à réformer le régime forestier. Il a été déposé plus tôt cette semaine par la ministre Blanchette-Vézina. Et il faut dire que ça suscite déjà des réactions tant positives que négatives dans la région. Les détails avec Félix Blaquière. Ce régime forestier, il a un objectif primordial, de protéger nos communautés forestières du contexte économique incertain. La ministre québécoise des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, a déposé cette semaine le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier.
lequel a été rédigé pour faciliter une industrie forestière québécoise prospère, remarquent les observateurs du milieu. On comprend que la ministre a vraiment voulu créer un contexte économique favorable pour l'industrie forestière et également s'assurer d'avoir des conditions favorables pour les communautés forestières qui dépendent de la forêt. Le projet de loi impose toutefois de nouvelles mesures sur l'utilisation du territoire, ce qui sème la grogne chez les Premières Nations. Nous, ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a une privatisation d'un grand pan du territoire là, qui va être donné à l'industrie. Donc, l'exclusivité pour faire, soi-disant, un aménagement. Mais moi, je n'appelle pas ça un aménagement, là, c'est vraiment plutôt une destruction de la biodiversité. Un pan de la réforme fait aussi de la place à la réalité des changements climatiques. Un outil mis de l'avant est notamment une planification à plus long terme des forêts, ce qui peut être bénéfique pour l'industrie, mais aussi pour les territoires concernés, observe l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. On veut améliorer la prévisibilité, dans le fond, au niveau de la planification forestière. Donc, ce qu'on appelait présentement les garanties d'approvisionnement deviennent des licences d'aménagement forestier durable qui vont avoir une durée de 10 ans plutôt que de 5 ans. Donc, la planification va se faire à plus long terme avec une position plus réfléchie sur 10 ans. Et du côté d'acteurs issus de l'industrie forestière, Chantier Chibougamau supporte le projet de loi. L'entreprise affirme que le besoin de réformer la gestion des forêts québécoises est une nécessité et essentiellement, la compagnie s'engage à répondre aux responsabilités demandées aux entreprises. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et dans le monde syndical, les travailleurs d'Hydro-Québec continuent les négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Plusieurs employés ont d'ailleurs tenu hier des rassemblements dans plusieurs villes, dont à Rouyn-Noranda. Et le syndicat affilié au SCFP dénonce plusieurs reculs sur les conditions de travail. Il met aussi en lumière des changements que compte prendre la société d'État pour ouvrir la voie à des joueurs étrangers, ce qui pourrait avoir un impact sur le nombre d'emplois. Des concessions au niveau du régime de retraite, demande des concessions au niveau des assurances collectives aussi, tout ce qui est avantages sociaux, donc entre autres, le régime de sécurité de salaire veut diminuer ces clauses-là. Au niveau du monétaire, c'est la même chose. On a des offres salariales qui ne sont même pas équivalentes à ce qui a été offert dans la fonction publique. Et la saison du camping débute dans quelques semaines et la période des réservations bat son plein. Notre collègue Olivier Morin dresse un portrait de la situation. Je te dirais que ça va très bien pour cette année. C'est donc une saison 2025 qui s'annonce plus prometteuse que 2024. C'est du moins le ressenti du directeur général du camping Kino Javis de Rouyn-Noranda. On est réservé à 95% présentement de le terrain de camping. C'est sûr qu'il faut se garder des terrains pour les passants. Fait que, je te dirais que c'est réservé pour le mois de juillet. À août, ça va très bien aussi. Les gens ils réservent quand même très tôt. Fait que ça devrait être complet dans pas long. Au niveau du taux de réservation dans les divers campings de la région, la directrice générale de Camping Québec mentionne qu'il est pour le moment impossible de le connaître. J'ai téléphoné à quelques campings, justement, là, en vue de cette entrevue-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'évidence à ce niveau-là. Là. Un fait intéressant relevé par Marc Demers, c'est que certaines réservations sont plus hâtives qu'à l'habitude. Cette année, là, le monde réserve plus tôt que les autres années, que l'année passée surtout. L'année passée, ça s'est comme fait réserver comme sur le tard, puis ça s'est réservé complet pareil. Sauf que cette année, là, c'est beaucoup plus de bonheur. Ouais. Bien que plusieurs campings commencent à prendre des réservations dès le mois de février, c'est en mai que se déroule la plus grosse période, comme nous le mentionne Camping Québec. Un gros mois de réservation est le mois de mai là, qui s'en vient prochainement. Donc, tu sais, actuellement, il y a encore de la place partout dans les campings, même au courant de l'été. De toute façon, il reste toujours des places. Là. C'est certain que si on a des dates précises, puis un camping précis avec un emplacement précis, c'est maintenant le temps de réserver et au mois de mai. Après ça, c'est sûr qu'il va toujours rester des places si on est ouvert là, à la découverte de nouveaux campings. D'ailleurs, une première grosse fin de semaine est prévue dans les campings lors du week-end du 23 et 24 mai avec les 2 nuits pour 70 $. Les campeurs sont invités à réserver leur emplacement au sein des divers campings de la région. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et sur un autre sujet, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est présentement à la recherche de familles pour accueillir des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou physique.
William Maillé nous donne les détails. Le manque de familles d'accueil est criant pour le service d'hébergement des ressources intermédiaires et de type familial RIRTF. L'organisme n'arrive pas à trouver un chez-soi pour chaque personne vivant avec une déficience intellectuelle ou physique qui nécessite une assistance. Dans la région, on a une quarantaine de personnes qui sont en attente d'un milieu qui peut correspondre à leurs besoins. Et sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, on a très peu de places disponibles. Comme par exemple, sur le territoire d'Abitibi-Ouest, on a 0 place de disponible. On a des grands besoins pour les enfants, pour faciliter les familles naturelles à les garder le plus longtemps possible. On a besoin de milieux qui vont offrir parfois juste une fin de semaine, une semaine de disponible dans le mois. À travers la région, ils sont environ 300 à avoir besoin d'un foyer ressources de type familial. C'est vraiment des gens qui travaillent à la maison et qui peuvent accueillir de 1 à 9 personnes. C'est un milieu de vie qui ressemble le plus possible à un milieu de vie naturel, chaleureux, sécurisant, où il y a une routine qui est établie. Le manque actuel de familles force le service d'hébergement à placer certaines personnes plus loin de leur maison d'origine. Pour la plupart, ils ont des familles, ils ont des milieux, des amis, ils fréquentent la communauté. Donc, c'est important de les laisser dans leur milieu. Accueillir une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou physique peut sembler exigeant, mais l'organisme tient à rappeler que la famille ne sera pas seule dans cette aventure. Pas besoin d'avoir une formation spécifique là, pour être ressource de type familial. Ça prend une maison, de la disponibilité, un grand cœur, puis l'équipe clinique là, va les supporter. Là. Les intervenantes du service d'hébergement RIRTF seront à leur kiosque d'information pour tout le week-end au Salon de l'Habitation. Toutes les familles curieuses sont donc invitées à venir les rencontrer jusqu'à dimanche après-midi à l'Aréna Jacques-Laperrière. William Maillé, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Je fais appel aux fanatiques d'art parce que la 2e édition de la Nuit Blanche à Rouyn-Noranda a lieu demain. Vous ne voulez pas manquer ça, je vous en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Un investissement de près de 80 000 a permis à Mme Joanne Banville d'ouvrir son restaurant Joe's Pizza à Chappé, créant ainsi 15 nouveaux emplois. En plus d'une grande variété de pizzas, la spécialité du restaurant, vous pourrez choisir parmi un menu divers de style canadien. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, qu'est-ce qui va garder les amateurs d'art réveillés pendant tout l'événement? Eh bien, plusieurs activités, Kémélia, vont être offertes partout sur le territoire de Rouyn-Noranda de 19h jusqu'à 4h du matin. Ben oui, il va falloir retrouver un moyen de rester réveillé et les activités de la Nuit Blanche vont le permettre. Alors, je vous invite à aller consulter la programmation complète de la Nuit Blanche parce qu'il y a vraiment des activités partout, là, à la bibliothèque, au musée d'art, à l'Agora des arts, à l'Écart. Alors, si vous voulez rien manquer, allez consulter la programmation et des étudiants en création numérique de l'UQAT présenteront aussi plusieurs de leurs créations. Et je suis allée découvrir une partie des créations cet après-midi au musée d'art de Rouyn-Noranda et je vous le dis, c'est très impressionnant. Je me suis même entretenue avec une des élèves, Fanny, et voici ce que cette participation à la Nuit Blanche représente pour elle. Je me sens super excitée. Pour moi, ça va être l'occasion d'avoir énormément de feedback d'un public hyper élargi. Donc ça va être vraiment super enrichissant, je pense. C'est une belle façon de finir ses études, clairement. C'est un beau rayonnement aussi, quelque chose qu'on pourra mettre par la suite dans notre portfolio. Et donc, ouais, ça représente quand même du stress aussi, parce qu'il faut que ce soit fini à temps. Mais oui, de la joie surtout. Et la programmation du festival Fierté Val-d'Or vient juste d'être annoncée là, il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui attend les festivaliers, Justine?
Eh bien, c'est une 6e édition, tout en couleur, qui nous attend cette année, Kémélia. Il va y avoir toutes sortes de représentations et de spectacles vraiment pour toute la communauté LGBTQ+, mais aussi pour les alliés. Alors, vous êtes invités à découvrir une soirée de drag king, bière et métal, se terminant avec le duo de Karaoke Kings. La journée communautaire fera aussi son retour et plusieurs organismes de la région seront présents. Il y aura aussi le groupe pop-rock québécois Réactif et un spectacle de drag queen intitulé Iconique. Pour terminer le festival en beauté, tout le monde est invité à la Grande Marche de la Fierté qui est intitulée la Grande Messe cette année. Du 5 au 8 juin prochain, vous pourrez célébrer toute la communauté LGBTQ+, à Val-d'Or. Cette année, Fierté Val-d'Or a vraiment mis en lumière les talents régionaux et on va se le dire, en 2025, ce genre d'événement est toujours aussi important. Cette année, on a décidé ça parce qu'on a quand même de très bons artistes en Abitibi. Et puis, c'est ça, après maintes recherches et tout ça, on s'est dit, bon, mais pourquoi pas cette année y aller avec vraiment plus une saveur régionale dans notre festival. Fait que je crois que les gens vont être contents. C'est super important parce que, veut pas, il y a encore beaucoup de gens qui n'osent pas sortir de l'isolement. Fait que nous, on est là comme mandat, on s'est donné comme mandat justement de faire sortir les gens de l'isolement puis de leur dire, regardez, venez fêter avec nous. C'est notre 6e édition cette année du festival et puis chaque année, on a plein d'alliés qui viennent nous appuyer dans notre festival. C'est ça qui est important parce que en voyant les alliés qui nous disent « Hey, bravo, votre festival, moi j'ai super aimé ça, je vais revenir, puis vos spectacles sont super ». Le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue est heureux d'annoncer le retour de son festival pour une 3e édition. Du 10 au 12 juillet 2025, vous verrez Mathieu Murray et Elliot P., aussi Alice Bro Trio et plusieurs autres artistes et des open jams de fin de soirée vous attendent du 10 au 12 juillet. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont subi une première défaite face aux Wildcats de Moncton hier. Mais ils auront l'occasion de se reprendre ce soir pour ce 2e match des demi-finales. On en parle après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et nouveau rebondissement dans le scandale d'ex-joueurs d'Équipe Canada Junior accusés d'agression sexuelle. Leur procès a été annulé plus tôt aujourd'hui. Et Andréi, malgré tout, le député d'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole bloquiste en matière de sport, Sébastien Lemire, demeure confiant. Tout à fait, Kémélia. Il a espoir qu'un nouveau procès va se mettre en branle très bientôt. Et on a d'ailleurs appris dans les dernières minutes, Kémélia, que la Cour de l'Ontario a autorisé la tenue d'un nouveau procès qui pourra débuter en début de semaine prochaine. Et ce, même si la juge ontarienne a annulé le procès initial et dissout son jury. On ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi cette décision a été prise, parce que le tout est frappé d'une ordonnance de non-publication. Le jury qui devait, d'ici les prochaines semaines, déterminer si les 5 joueurs impliqués dans l'affaire sont coupables ou non d'avoir agressé sexuellement une jeune femme dans une chambre d'hôtel de London, en Ontario, il y a quelques années. Et pour Sébastien Lemire, qui a suivi le dossier de près et milité pour une refonte de Hockey Canada, eh bien, l'important, c'est que la lumière soit faite. L'objectif demeure de rendre justice dans cette cause-là. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Puis toute la jurisprudence aussi que ça crée et l'impact que ça crée sur le monde du sport, sur les autres fédérations sportives et sur la société en général. Et ça, ce que moi, je retiens aussi de toute cette saga-là de Hockey Canada, c'est qu'un joueur de hockey, si puissant est-il et si proche de la Ligue nationale est-il, ne peut pas être au-dessus de la loi. Sébastien Lemire qui compte revenir à la charge s'il est réélu lundi soir et réclamer d'autres changements dans la pratique du sport. Oui, principalement pour ce qui est de la gestion des plaintes entourant des joueurs de formation sportive, parce que, souvenez-vous, Hockey Canada, qui aurait tenté d'étouffer l'affaire au tout début du scandale avec une entente à l'amiable avec la présumée victime au cœur de l'histoire, ce qui avait soulevé l'indignation de la classe politique. Et dans les dernières années, Sébastien Lemire qui a déposé plusieurs motions à la Chambre des communes afin que le gouvernement prenne action et s'assure que le scandale lié à Hockey Canada ne se reproduise plus. Je pense que le changement en profondeur doit passer par une enquête publique et indépendante selon ces normes-là pour pouvoir avoir des recommandations qui ont quasiment force de loi. Parce que sinon, si on n'apprend pas de ce qui s'est passé, on est condamné à le refaire comme société.
En ce qui concerne la suite de la saga Camellia, eh bien, je le rappelle, on a appris dans les dernières minutes que la Cour de l'Ontario autorise un nouveau procès qui pourra débuter la semaine prochaine. Ouais, à suivre alors. Merci, André. Et c'était le début hier des demi-finales dans la LHJMQ pour les Huskies, eux qui affrontaient les puissants Wildcats de Moncton en levée de rideau. La troupe de Steve Hartley a débuté le match en force. Samuel Beauchemin a donné les devants à son équipe avec son 5e but déjà des présentes séries. Mais le vent a tourné rapidement en période médiane. Les Wildcats inscrivent 2 buts en moins de 30 secondes. Moncton boucle un premier match serré avec une victoire de 5-3. Le match numéro 2 est d'ailleurs en cours du côté de Moncton et pour l'instant, c'est toujours 0-0. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, oui, il va y avoir quand même beaucoup de pluie sur l'ensemble du territoire. Oui, Camellia, c'est certain, mais au moins la journée de dimanche va faire du bien, je vous le promets. En ce moment, on a une fine pluie qui tombe sur l'ensemble du territoire, mais ce qui est attendu pour ce soir et cette nuit en Abitibi, c'est 5 à 10 mm de pluie mélangée de neige en fin de nuit. Et du côté du Témiscamingue, on s'attend à 15 à 25 mm de pluie. Demain en Abitibi, ce sera encore une fois de la pluie intermittente. On s'attend à une hauteur de 5 mm et de bons vents avec un maximum de 7 degrés. Du côté du Témiscamingue, 15 à 25 mm de pluie sont attendus avec quelques rafales de vent à 50 km/h et un maximum de 5 degrés. Et en aperçu pour dimanche, la plus belle journée de la semaine sur l'ensemble du territoire, ce sera ensoleillé avec un maximum de 16 degrés. Profitez bien du soleil dimanche et j'ai l'impression que les files de la crèmerie vont être très longues. Oui, ça c'est certain. Merci Justine, bonne fin de semaine. En terminant, des élèves et aspirants journalistes de l'école primaire Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda nous ont visités aujourd'hui en studio. Je vous laisse donc sur un petit mot préparé pour vous. Chers téléspectateurs, merci de votre fidèle écoute et bonne fin de semaine!